Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, je suis français. Vous êtes français. Nous sommes français. C'est une chance d'être français. C'est un privilège d'être français. Mais est-ce que nous en souvenons assez? Est-ce que même nous comprenons ce que veut dire être français? Cette identité si précieuse que nous avons héritée et que nous devrions à chaque instant mériter, avons-nous pleinement conscience de ce qu'elle représente? Elle nous accompagne, cette identité, comme l'air que l'on respire. Nous pensons que c'est ainsi, que ce fut toujours ainsi, et que ça ne changera pas. Est-ce si sûr? Depuis plusieurs années, le doute a commencé à naître en nous. La France que nous avons crue éternelle, comme ces landes de granit breton, comme ces grands plateaux de l'Aubrac, la France, tant de Français se demandent, n'est-elle pas en train de se dissoudre, de s'effacer, de disparaître, à coup de renoncement, à coup de lâcheté, à coup de recul, à coup de démission? Cette question de la France et de sa pérennité est essentielle car elle constitue le véritable sens des échéances politiques qui nous attendent dans moins d'un an. Dans les années qui viennent, mes chers amis, mes chers compatriotes, la France restera-t-elle la France? C'est le premier défi, c'est le plus grand, c'est le plus fondamental. Et cette interrogation, la France restera-t-elle la France? C'est cette interrogation qui explique la douleur confusément ressentie par des millions de femmes et d'hommes qui, depuis trop d'années, souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être compris, de ne pas être représentés et d'entendre à longueur d'émissions de télévision, des radios, des idées qui ne sont pas les leurs. Pourquoi la question de la France et de son identité se pose-t-elle maintenant? Parce que la France, mes chers compatriotes, est de nouveau menacée par cette maladie qui la rattrape de loin en loin, que le général de Gaulle, cher Gérald, avait appelé le renoncement. À certaines périodes de son histoire, la France se trouve face au péril d'oublier qui elle est, d'abdiquer ses rêves d'unité et de grandeur, de voir sa volonté abolie. Qu'en parlant de renoncement, je dis la France, en vérité, l'expression est sans doute inappropriée, elle peut même être injuste, car cette maladie du renoncement n'est pas la maladie du peuple. Le peuple en la circonstance, le peuple de France, est le gardien douloureux de la France, dont il pressent et redoute le déclin et dont il craint le naufrage. Ce n'est pas le peuple qui renonce, car le peuple a compris de quoi il retournait. Le peuple est la victime de ce désastre. Et quand on refuse de lui parler, c'est le peuple que l'on abandonne. L'esprit du renoncement, c'est la maladie d'une partie de nos élites qui nous disent comment penser, celles qui prétendent savoir ce qui est correct, celles qui voudraient nous imposer ce qu'on aurait le droit de dire et ce qu'il faudrait taire. La maladie du renoncement, c'est quand les élites ne sentent plus le désir ni la force d'entendre l'histoire de la France, son identité culturelle, son identité morale et, j'ose le mot, son identité spirituelle, car la France, pour moi, c'est un corps, la France, c'est un esprit, la France, c'est une âme. Eh bien, l'esprit de renoncement, c'est donc un long mouvement, commencé il y a près d'un demi-siècle, quand des jeunes gens écrivaient sur les murs de Paris « Il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave ». Ici a commencé à germer le désastre. La société française a pensé qu'elle avait gagné la bataille.
quand les barricades eurent été démontées et que la vie avait repris son cours. Mais en fait, le poison de cette idéologie, il est interdit d'interdire, se répandait d'abord souterrain et de plus en plus visible. Il y eut, je suis le premier à le reconnaître, de grandes et de belles choses dans l'émancipation conquise par les jeunes et par les femmes en 68. Mais s'il y a une part de lumière dans l'esprit de 68, il y a aussi une part d'ombre, dont on mesure seulement aujourd'hui l'importance. Cette part d'ombre a perdu dans la rue, a perdu dans les urnes. Mais je veux dire, parce que c'est ma vérité, qu'elle a gagné progressivement dans les têtes. Et elle a trouvé un puissant relais, cette part d'ombre, au tournant des années 80, dans le combat des communautés et du communautarisme, et dans la société qu'on a voulu nous imposer en la présentant comme un progrès, en nous disant « vous n'avez pas d'identité, votre identité, c'est le communautarisme et la société multiculturelle ». Là, c'est dénoué le désastre. La nouvelle idéologie dominante, cher Marc Philippe, et je veux vous parler vrai, a imprégné bien au-delà des rangs politiques de la gauche. Nombreux furent touchés, y compris à droite. Elle a frappé subrepticement en chantant la douce mélodie des accommodements raisonnables, des reculs prétendument acceptables, de l'universalisme et du multiculturalisme revendiqué. Elle a murmuré à l'oreille « Ne vous inquiétez pas, peuple de France, ne soyez pas si pessimistes, acceptez le nouvel ordre des choses. Au fond, je veux le dire du fond de mon cœur, l'esprit de démission était devenu moderne. Voilà l'idéologie dominante dont nous ne voulons plus. » Il voyait dans la nation un obstacle au progrès. Le mot même, la nation, a fini un comble par devenir sulfureux. Et la repentance dont ils nous ont rebattu les oreilles était devenue le maître mot. Être intelligent, c'était se repentir. Dans l'amour charnel de la patrie, dans la révérence pour son passé plus que millénaire, dans le culte de nos morts, dans l'admiration pour les paysages, dans la vénération de notre héritage, de nos mœurs, eh bien, cette nouvelle pensée dénonçait une attitude, comment dire, réactionnaire, un conservatisme de mauvaise aloi, une ignorance du mouvement et de l'avenir. Pour eux, la nation n'est pas un corps social uni par une histoire, une identité et un rêve commun. La nation était devenue un périmètre juridique dans lequel se développerait la liberté des individus et des groupements d'intérêt, les communautés et les minorités. On ne parle plus de nation, on parle de communauté, de liberté de l'individu, de groupement. Aux yeux des idéologues de la gauche mondaine et de la pensée unique, c'est la même chose. Les droits de chacun, mes chers amis, doivent désormais prévaloir sur les règles qui s'imposent à tous. Le bon gouvernement est alors devenu non pas celui qui conduit avec énergie un projet collectif, mais celui qui donne toujours davantage aux groupes et aux individus. Il n'y a plus de France, il y a des groupes et il y a des individus. Toujours moins d'intérêts supérieurs de la nation, toujours moins d'autorité de l'État, toujours moins de règles communes, car elles seraient autant de brides sur les individus. On voit le résultat de cette idéologie aujourd'hui dans le climat de désordre, d'anarchie et de perte générale d'autorité. Regardez, mes chers compatriotes, comment on voudrait que nous traitions la jeunesse. Rien, au fond, ne parle davantage que cela. Ai-je l'autorisation de vous dire ce que je pense? Parfait. Obliger les enfants à apprendre. Quelle atteinte cruelle à leur libre arbitre. Mettre des notes? Quelle épouvantable discrimination. Interdire la consommation du cannabis? Quel esprit répressif. Empêcher que l'on rappe
et que l'on danse à Verdun sur la mémoire de centaines de milliers de soldats morts pour la France, quel retour nauséabond de l'ordre moral. Prohiber le piratage sur Internet, quelle vision liberticide. Considérer que les enfants doivent respect aux professeurs, quelle conception archaïque de la relation pédagogique. Expliquer que les femmes et les hommes, quoiqu'égaux, sont différents, quelle docile soumission à la construction sociale des genres. Mes chers amis, un désastre. Je ne serai jamais, et mes amis ici le savent, jamais, le chantre du conservatisme. Toute mon identité s'oppose à l'immobilisme. Je n'ai jamais défendu un ordre réactionnaire qui m'est totalement étranger, mais j'affirme aujourd'hui, ici, chez vous, cher Marc Philippe, que l'équilibre entre les droits et les devoirs, l'équilibre entre les droits de l'individu et les impératifs de la société est en passe d'être rompu et que sans ces équilibres, la nation s'effondre. C'est le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui. C'est toujours, cher Daniel, plus de droits pour chacun, c'est le progrès. Alors toujours moins de règles qui s'imposent à tous, c'est l'idéal. Et à l'arrivée, c'est la confusion, c'est la pagaille, c'est le chaos, c'est la loi du plus fort. Si seul l'individu souverain est sacré, alors ce qui est commun, ce qui unit, ce qui rassemble est désacralisé. En latin, la chose commune se dit res publica. En français, on dit la République. Et nous voici donc au cœur de la problématique. Ce qui est désacralisé quand on s'attaque à la nation, c'est la République. Et ce qui est attaqué quand on désacralise la République, c'est la nation. Parce qu'il n'y a qu'une seule souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Une partie de nos élites n'aime pas la communauté nationale. Ils la jugent archaïque et régressive. Mais elles adorent les communautés particulières, au nom de la sacro-sainte reconnaissance du droit à la différence. Au fond, pour cette partie d'élite, la nation se résumerait à cela, la juxtaposition plus ou moins harmonieuse de communautés reconnues dans leurs droits particuliers. De communautés nationales, il n'y en a plus. En pensant ainsi, ils trahissent la plus belle conquête de la République, qui s'appelle le bien commun, l'unité du peuple par-delà ses différences, la communion, oui, la communion, dans un projet unique, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa religion ou quelles que soient ses opinions. Car l'idée que nous faisons, nous, les républicains, du bien commun est indifférente, absolument indifférente à la race ou à l'origine. Être citoyen français ne doit rien à notre naissance et tout à notre volonté, la volonté de vivre ensemble, la volonté de s'inscrire dans une histoire commune, la volonté de suivre les mêmes usages, les mêmes coutumes. C'est cela la République. Le refus absolu de se laisser enfermer dans son milieu social, dans son origine ethnique, dans sa confession religieuse. Ce n'est d'ailleurs pas plus de nier ses différences. Parce que, Rachida le sait bien, c'est dans l'espace civique que l'on peut se constituer comme un égal de chacun comme citoyen, que l'on peut se réunir fraternellement avec tous et que l'on peut se dépasser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un avenir commun. C'est cela la République. C'est cela la nation. Et c'est cela que je n'accepte pas que l'on veuille détruire sans que nous réagissions. Un avenir commun pour chacun de nos enfants, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit l'histoire de sa famille, quelle que soit l'histoire de ses parents. Je cesse. Ce n'est pas un discours politique, j'entends déjà les critiques. Oh là là. Oui, moi, ça me fait plaisir de vous parler comme ça. Et je peux vous dire que c'est toute une vie politique pour moi de vous dire ce que je vous dis ce soir. Parce qu'il m'a fallu beaucoup de maturation ou de maturité pour y arriver. La vérité, c'est que la gauche culturelle, celle qui prétend dominer les esprits, qui voudrait imposer ses vues à tous, n'aime plus le peuple. Et vous savez pourquoi il n'aime plus le peuple?
Parce que le peuple, aux yeux de la gauche culturelle, est réactionnaire. Le peuple est frileux, le peuple est sécuritaire, et le peuple n'a pas compris où serait le progrès. La gauche culturelle a donc trouvé un opprimé de substitution, au nom duquel elle peut faire croisade. La gauche culturelle ne fait plus croisade au nom du peuple, encore moins au nom des travailleurs, ils ont oublié le travail. La gauche culturelle fait la croisade au nom des minorités. Puisque le peuple est devenu réactionnaire, on change son fusil d'épaule et on vénère une nouvelle idole. On professe une nouvelle religion. On se prosterne donc désormais devant les communautés. Les communautés d'abord, les communautés toujours. Et 2012 fut une honte au regard de l'esprit de la République, tant le président Hollande a menti aux communautés auxquelles il s'adressait les unes après les autres. C'est la vérité. Et quelle est la conséquence, Éric, de ce communautarisme reconnu dans toute sa majesté? C'est la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, mes chers amis, fait reculer chaque jour davantage la République. Si une poignée de lycéens bloque un lycée, il faut se résigner et subir. Si une poignée de zadistes bloque la construction d'un aéroport nécessaire au développement économique de toute une région, il faut se résigner et subir. Si une poignée de gens du voyage bloque scandaleusement une autoroute, il faut se résigner et subir. Si une poignée, Bernard, de casseurs bloque une loi de réforme du marché du travail, devenue d'ailleurs vide de toute aspérité, il faut se résigner et subir. Si une poignée d'islamismes radicaux prennent en otage un quartier, il faudrait se résigner et subir. Eh bien, moi, je vous le dis, je n'accepte aucune de ces résignations. C'est d'ailleurs bien pire. C'est d'ailleurs bien pire. Car la minorité n'a plus les mêmes droits que les autres, car elle en a désormais... J'y viendrai. Car elle en a désormais bien davantage. Une minorité a le droit de bloquer des raffineries. La majorité n'a pas le pouvoir de se déplacer. Une minorité a le droit de prendre en otage la préparation de l'euro. La majorité n'a le droit que de subir. Une minorité peut enfreindre la loi. La majorité se fait, elle, un devoir de la respecter. Une minorité peut imposer la fermeture d'une centrale nucléaire. La majorité n'aura d'autre choix que de payer. Une minorité veut imposer un fondamentalisme religieux et traiter les femmes comme des êtres inférieurs. La majorité des musulmans français qui ne demandent qu'à s'intégrer devrait en payer les conséquences. Je n'accepte pas de subir. Eh bien, le politiquement correct, c'est la tyrannie des minorités. Le politiquement correct, c'est par exemple de dire il n'y a aucun problème d'immigration. Et si vous pensez qu'il y a un problème d'immigration, c'est d'ajouter vous êtes xénophobe. Si vous dites il y a des Molenbeek dans les banlieues françaises, le politiquement correct, c'est de dire mais vous jetez de l'huile sur le feu. Une minorité pense qu'il n'y a pas de problème d'immigration, pas de problème de communautarisme, pas de problème de sécurité. La majorité pense le contraire, mais c'est la minorité qui aujourd'hui décide de ce qu'il convient de dire et pire, de ce qu'il convient de penser. Le politiquement correct, c'est la police de la pensée exercée par ceux qui sont minoritaires dans le pays, mais majoritaires dans une partie des élites. Nous n'en voulons plus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Ces idéologues ont trahi la grande promesse du XVIIIe siècle, celle de la Révolution française, parce que j'appelle un extrémisme des droits individuels, des droits communautaires, du triomphe des minorités. Mais ils ont aussi trahi la grande promesse du XXe siècle, celle de la construction européenne, en transformant cette magnifique espérance en un espace vide, vide de légitimité démocratique, un espace impersonnel, un espace anonyme, un espace technocratique. Est-ce vraiment à l'Europe de réglementer la puissance des aspirateurs, la taille des mangeoires et des perchoirs à poules dans les élevages?
Est-il tout à fait raisonnable que l'Europe produise tout cela dans une architecture institutionnelle tellement compliquée qu'en dehors des lobbies et des experts, personne n'y comprend rien, si ce n'est que le peuple en est l'absent? Dans le même temps, l'Europe produit ces milliers de normes sourcilleuses. Schengen est par terre, transformant notre continent en passoire. Dans le même temps, l'Europe produit ces milliers de normes. Nous affaiblissons la croissance européenne, faute d'être allé assez loin dans la coopération économique et financière. Dans le même temps, l'Europe produit ces milliers de normes. Nous sommes incapables d'en finir avec ces barbares de l'État islamique en Syrie. L'Europe est tatillonne là où elle est superfétatoire, et là où elle serait nécessaire, elle est inefficace. Les prétendus progressistes nous avaient proposé de troquer nos États-nations, ces vieilleries révolues, d'un passé qu'il fallait dépasser. Mais ils n'avaient pas dit que dans cet ensemble nouveau, on passerait le peuple à la trappe, au profit d'une gouvernance anonyme. Que l'on me comprenne bien, c'est parce que je suis l'avocat déterminé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que je ne supporte pas le dévoiement de cet idéal de liberté dans le triomphe des égoïsmes et la tyrannie des minorités. C'est parce que, hanté par le spectre des tranchées, des charniers, des camps de la mort qui ont défiguré l'Europe, je suis le militant passionné de l'espérance européenne, que je ne supporte pas le dévoiement de cet idéal dans la constitution progressive d'un espace juridique vide de toute légitimité démocratique. Eh bien, je veux vous faire partager ce besoin d'agir contre l'abaissement de notre pays, l'urgence de contribuer à ce que notre nation se relève, renaisse comme communauté nationale, consciente d'elle-même, désireuse de se survivre. C'est le ressort de mon engagement, c'est la raison de mon retour parmi vous dans ce combat pour la renaissance de la France. Il y a peu, quand on parlait, de contrôle de l'immigration, quand on parlait d'identité, quand on parlait d'échéance de nationalité, on se faisait traiter de fasciste. Mais les esprits évoluent, mais la foule se lève, mais le peuple se redresse et dit « ça suffit ». Et je voudrais développer devant vous des idées sensibles, mais auxquelles je crois profondément. Ce qui, paradoxalement, a permis ce réveil de la conscience nationale, c'est précisément la question de l'immigration et celle de l'islam. Pendant des décennies, l'intégration, c'était le devoir pour le nouvel arrivant sur notre territoire de se fondre dans la communauté nationale, d'adopter notre langue, notre culture, nos mœurs. Le minoritaire s'intégrait dans la majorité et devenait à son tour le légataire de la mémoire et de l'histoire collective. Nous n'étions pas tous les héritiers directs de Clovis, mais tous, nous nous reconnaissions dans cet enceinte commun parce que tous, nous étions français. Et puis l'ordre des facteurs a été inversé. Nous avons dit aux candidats à l'entrée sur notre territoire, nous allons vous prendre comme vous êtes. C'est nous qui allons nous adapter à vous. Intégrer désormais, cela voulait dire, la majorité va s'adapter à ces minorités, accepter leur langue, leurs valeurs, leurs mœurs, et s'excuser d'être elle-même. Et voilà comment nous avons vu des drapeaux étrangers à la place du drapeau tricolore dans nos stades de football, où l'on sifflait la Marseillaise. Des médecins qui l'ont refusé le droit de s'occuper des femmes dans nos quartiers et des revendications scandaleuses d'horaires différenciés pour les hommes et pour les femmes dans les piscines. Cette réalité, nous n'en voulons pas. Alors, cela ne gêne pas nos prétendus progressistes, puisqu'ils considèrent, écoutez bien, que le dépassement de notre identité est la condition du nouvel universalisme. Un universalisme tellement formidable qui défait les liens et abolit les frontières. On voit le résultat, ça fait envie. Cela ne gêne pas nos prétendus progressistes, mais cela gêne le peuple. L'immigration massive et le communautarisme ont créé une prise de conscience du fait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait plus rond. La prise de conscience est aussi née
de la confrontation avec un islam identitaire. Je ne parle pas de l'islam, cher Gérald, cher Rachida, que l'on confesse dans l'intimité de sa vie privée. Je parle de l'islam militant, qui se présente à nous comme un bloc et qui voudrait imposer à ses fidèles des règles de vie contraignantes, dirigeant fermement leur comportement et leur dictant leurs mœurs. Je parle non pas de l'islam de la vie privée de chacun, je parle d'un islam prosélyte et intégriste, qui vous dit comment manger, comment vous habiller, quel rapport entretenir avec le sexe opposé, quels rituels doivent scander votre journée, bref, qui classe votre vie quotidienne entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que ces mœurs si contraignantes ne sont pas celles de notre tradition. Je veux être clair dans cette affaire. Chacun a le droit de vivre sa religion, les musulmans comme les autres. Mais cher François Baroin, dans la conformité stricte au principe de la laïcité et dans l'harmonie avec le mode de vie français. Jamais je n'accepterai que les Français de confession musulmane soient stigmatisés, amalgamés à quelques barbares djihadistes. Parce que jamais je n'oublierai le sacrifice et le sang versé des musulmans français lors des 2 guerres mondiales. Parce que quand on va vénérer nos morts, on ne demande pas à choisir entre les confessions religieuses. Jamais je n'oublierai la dette que nous avons contractée à jamais à l'endroit des harkis qui aimaient tellement la France et que nous avons honteusement abandonné. Mes chers Gérald, nous devons urgemment fixer les règles d'un nouvel islam de France, sinon, je le dis avec gravité, notre société va courir de grands risques d'affrontement. Et ceux qui contesteront mes propos sont ceux qui veulent nier la réalité. Nous voulons la regarder en face. Et la confrontation, mes chers amis, a été saisissante, si vous me permettez, bouleversante. Parce que d'un côté, il y avait notre société qui ne se reconnaissait plus d'autres règles que les droits de chaque individu à vivre selon son bon plaisir. Et de l'autre, une contre-société d'un islam fondamentaliste qui voulait assujettir ses fidèles à une loi dont l'empire est intraitable. D'un côté, notre société qui est prête à sacrifier sa cohésion sur l'autel de la liberté des individus qui la composent, de l'autre, une contre-société qui, au contraire, voudrait sacrifier la liberté de chacun de ses membres sur l'autel de l'unité des mœurs qu'elle leur impose. Cette double confrontation à une immigration massive et communautarisée et à un islam intégriste minoritaire a souligné par contraste la dissolution absolue de nos liens, l'affaiblissement de nos institutions et la remise en cause de nos modes de vie. C'est lié. Mais combien de fois ai-je entendu le cri de souffrance de femmes et d'hommes de bonne volonté qui sentaient confusément que la France, pays dans lequel ils sont nés et qui donne un sens à leur vie, qu'ils ont reçu de leurs parents et qu'ils voudraient transmettre à leurs enfants, était en train de disparaître. L'immense ethnologue Lévi-Strauss a dit mieux que tout autre que le souci d'un peuple attaché à sa culture, à son style de vie, de veiller sur son particularisme, n'est en rien pathologique. Il est au contraire plein de vitalité. Pourquoi, dans la société multiculturelle qu'ils veulent nous imposer, tout le monde aurait le droit de cultiver sa différence, tout le monde, sauf la majorité, tout le monde, sauf le peuple français, qui commettrait un crime contre l'altérité en voulant demeurer lui-même. Chacun a le droit de se battre pour son identité, mais nous, les Français, nous n'aurions pas le droit de nous battre au nom de la nation française. C'est un scandale. Alors, nous n'avons pas plus de droits que les autres. Mais je veux affirmer ici, cher Christian, que nous n'avons pas moins. On pourra lutter contre tout cela en prenant telle ou telle mesure particulière. Interdire le voile, enseignement de la laïcité, en étant plus ferme. Mais ça ne servira à rien si nous, les Français, nous ne renouons pas avec notre histoire. Nous ne renouons pas avec notre identité, nous ne renouons pas avec notre projet en tant que nation. Il s'agit en aucune manière de revenir à un nationalisme d'exclusion intérieure et d'agression extérieure
dont nous avons vu les horreurs défigurer le XXe siècle, et pas davantage d'épouser un nationalisme de repli et de recul. Jamais je n'accepterai la moindre complaisance avec les dirigeants du Front National et avec leur idéologie, jamais. Et de ce point de vue, je veux dire à mes amis du Nord combien nous nous sommes réjouis de la formidable victoire de Xavier Bertrand et de toutes les équipes, parce que, quand même, j'aime mieux les Hauts-de-France avec Xavier qu'avec quelqu'un d'autre. Il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge que je n'accepterai jamais qu'elle soit franchie. Mais le réveil de la nation auquel je vous appelle, c'est le réveil de la nation avec ses valeurs de liberté, de tolérance, de fraternité, de solidarité, de laïcité, de la République. C'est le réveil de la nation qui tiendrait compte de l'immense espérance européenne. C'est pour cela que je combats la société multiculturelle que nous propose la gauche, mais je combats aussi la société isolée, repliée, sclérosée, flétrie que nous propose l'extrême droite. Je ne crois ni en la dissolution naïve de la nation, ni en son rétrécissement mesquin et craintif. Nous, les Français, nous n'avons pas à avoir peur du monde. Si la France est puissante économiquement, si elle est unie autour de ses valeurs, si elle est sûre d'elle-même, mais la France doit affronter le vent du large sans crainte. Elle peut dialoguer avec le reste du monde. Elle doit s'ouvrir à l'innovation et au progrès. Elle doit être audacieuse. C'est notre destin véritable. Et c'est cela qui est conforme à notre histoire et à notre tempérament. Alors il y a des moments de notre histoire où, au plus profond de l'adversité, se lève une voix intérieure qui nous dit « Debout, debout, peuple de France ». Ces moments, on les a tous appris à l'école. C'est Jeanne d'Arc, quand elle marche sur Orléans. C'est Dumouriez, qui arrête les Prussiens avec des soldats qui sont restés dans l'histoire de France à jamais parce qu'ils étaient pieds nus. Mais c'est Bonaparte qui, au pont d'Arcole, saisit la hampe du drapeau et marche à la tête de ses troupes. C'est le Tigre qui reprend le flambeau et galvanise les Français en disant des rafales d'acclamations vont accueillir nos étendards vainqueurs, tordus de sang et de larmes. C'est l'histoire de France. C'est De Gaulle. Oui, c'est De Gaulle, seul à Londres, entouré de quelques aristocrates, de quelques marins-pêcheurs, de quelques têtes brûlées, qui dit « Je suis la France combattante, la France qui ne se rendra jamais ». Eh bien, l'heure a sonné de nous remettre debout pour être de nouveau les fils d'une vieille histoire qui sera continuée. C'est au peuple, mes chers amis, que nous devons consacrer toute notre attention. Le peuple veut que nous rétablissions la sécurité en mettant hors d'état de nuire les délinquants. Le peuple veut que nous rétablissions l'ordre public en arrêtant les casseurs. Le peuple veut l'identité contre le communautarisme. Le peuple veut l'autorité contre la chienlit. Le peuple ne veut plus de la CGT qui voudrait imposer sa loi contre la majorité. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire parce que c'est le peuple qui le veut. Nous allons restaurer la représentativité. Tout dire avant et tout faire après. Nous allons recevoir un mandat clair du peuple et ne recevoir le mandat que du peuple. C'est le recours au référendum chaque fois que nécessaire pour retremper la légitimité du gouvernement dans le suffrage universel. C'est réformer notre démocratie sociale pour interdire que des organisations si évidemment minoritaires bloquent les réformes nécessaires. Je le dis ici, où vous avez été frappés par tant d'inondations et où c'est un scandale que des organisations corporatistes et minoritaires imposent des souffrances à une population qui a déjà tellement souffert des intempéries. C'est un scandale. Nommer les choses sans détour, nommer le réel, c'est dire que la France est un pays d'empreintes et de traditions chrétiennes. Un pays, le nôtre, qui est né du baptême de Clovis, il y a plus de 1500 ans. Un pays d'églises, un pays de cathédrales, un pays d'abbayes, un pays de calvaires, un pays dont tant de grands philosophes furent des penseurs chrétiens. Les chrétiens ne gouvernent pas la France. C'est cela la séparation de l'Église et de l'État, François. C'est la définition même de la laïcité. Chacun y est libre de pratiquer le culte de son choix.
Et les religions n'ont rien à voir dans le pouvoir temporel. Mais ici, c'est un pays chrétien, dans sa culture, dans ses mœurs. C'est un pays ouvert, c'est un pays accueillant, c'est un pays tolérant, la France. Et c'est ce pays, la France, que doivent respecter ceux qui veulent vivre en France. Nos compatriotes de confession juive qui sont présents, nos compatriotes de confession juive qui sont présents sur notre sol depuis près de 2000 ans et qui ont tant enrichi nos sciences, nos arts, nos industries, qui ont si souvent donné leur sang pour le drapeau dont les ancêtres reçurent la croix de Sainte-Hélène, où reposent dans le sanctuaire de Douaumont, où furent ensevelis sur les chemins du Vercors. Ils le savent bien, et ça ne les a jamais empêchés d'être pleinement juifs et d'être pleinement français. Cette politique de la nation devra donc défendre les droits essentiels de notre régime politique. Et dans les droits essentiels, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'est pas acceptable dans notre pays que l'on veuille interdire aux jeunes filles de porter des pantalons ou des jupes courtes. Il n'est pas acceptable qu'on les injurie au motif qu'elles sont amoureuses de l'homme de leur choix. Il n'est pas acceptable qu'un ministre de la République reste sur un plateau de télévision où un homme refuse de lui serrer la main parce que c'est une femme. Si vous vivez en France, l'égalité entre les hommes et les femmes, vous devez la respecter, car telle est notre identité, une identité non négociable. Tout comme est non négociable la liberté d'opinion et d'expression. Droit essentiel, y compris pour critiquer la religion dès lors qu'on respecte ceux qui y croient. Je suis chrétien. Les plaisanteries de mauvais goût contre l'Église ne me font pas rire, mais je suis français. Et je me battrai pour qu'on ait le droit de faire ces caricatures. Ce qui est vrai du catholicisme est vrai de l'islam. Et je n'accepte pas cette police de la pensée qui, sous prétexte d'islamophobie, voudrait restaurer le délit de blasphème. En France, on a le droit de critiquer les religions, toutes les religions, quelles que soient ces religions. Qui ne le comprend pas ne mérite pas d'être français. Le racisme contre les personnes, insupportable. Le droit à critiquer les croyances, les doctrines, les idéologies, quelles qu'elles soient, imprescriptible. Si vous vivez en France, vous respectez cela, car telle est notre identité. Cette politique de la nation devra reconstruire l'école. Je parle de l'école comme creuset de la nation et fabrique de citoyens. Depuis des décennies, les militants de ce désastreux parti pédagogique, au nom de l'adaptation à la diversité des origines et des parcours, au nom de la lutte contre la discrimination, se sont échinés à détruire méthodiquement le respect de l'autorité, l'apprentissage de la langue, la transmission de notre histoire nationale, de nos mœurs, de nos valeurs, de nos manières de vivre. Ils ont détruit ce qu'on appelait les humanités. Eh bien, nous les reconstruirons, car l'école, mes chers amis, doit être le conservatoire de la culture française, le conservatoire des valeurs de la République et même le conservatoire du savoir-vivre français. Cette politique de la nation devra consacrer la restauration de l'autorité. Je m'inscris dans une tradition politique, je n'ai connu qu'elle, qui de Bonaparte au général de Gaulle considère que l'autorité est la condition de la liberté. Sans l'autorité, c'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, elle est dure pour le faible. Sans l'autorité, le casseur ou le braqueur fracasse la vie du paisible commerçant. Le petit voyou terrorise le sage adolescent. Les bandes de bons à rien empêchent le citoyen ordinaire de dormir et l'intimident pour l'empêcher de se plaindre. Sans l'autorité, une poignée de gauchistes, debout la nuit et couchés le jour, séquestrent un petit patron et bloquent une usine. Sans l'autorité, une poignée de salafistes répandent une idéologie délétère dont nous ne voulons pas sur le sol de la République française. Eh bien, mes chers amis, l'autorité, je la revendique, je l'assume, je respecte la liberté, je respecte la contradiction, je respecte le débat, mais force doit rester au peuple souverain, le peuple français, et à la loi de la République. Voilà la tradition politique qui est la mienne. Et pour finir,
J'ai été chef de l'État, j'ai exercé le pouvoir pendant 5 ans dans des conditions terribles. François, Éric, Marc-Philippe, vous en souvenez. Celle de la plus grosse crise économique et financière traversée par le monde depuis 1929. Aujourd'hui, quel gâchis. Avec des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Un prix du pétrole extrêmement compétitif, avec un taux de change euro contre dollar particulièrement favorable, avoir une croissance si faible. Un taux de chômage si élevé malgré les radiations et les stages bidons. 2 fois le niveau de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Quel épouvantable gâchis. Heureusement que les socialistes n'étaient pas aux manettes en 2009, que serait devenue la France? Eh bien, être président de la République française, c'est se tenir au niveau de l'histoire, surtout quand un vent mauvais de dissolution souffle sur la vénérable nation dont nous sommes les héritiers. Pour présider ce pays, il faut de la lucidité, il faut du courage, il faut de l'autorité. Il faut surtout se tenir au-dessus des petits compromis, des petits calculs, des petits arrangements, pour n'avoir qu'une fidélité, la fidélité au peuple souverain, et n'avoir qu'une obsession, la grandeur de la nation. Il faut mettre le peuple au cœur de tout. Le peuple français, je veux non seulement que nous lui rendions la parole, et donc la dignité, mais je veux aussi que nous lui rendions l'hommage qu'il mérite. Oui, hommage au peuple français, qui a façonné les paysages de la France de ses mains et qui a ensemencé la terre française de sa peine. Oui, hommage au peuple de France qui, génération après génération, a conquis sa liberté sur les servitudes, sur les corvées et sur tous les privilèges. Et Dieu sait que notre pays en a compté. Oui, hommage au peuple français qui a vu mourir tant de fois le plus beau de sa jeunesse pour que la jeunesse à venir, celle qui n'était encore qu'une possibilité, puisse naître libre et française. Oui, hommage au peuple français qui sait qu'il va devoir transformer la France pour la laisser encore plus forte. Oui, hommage au peuple français qui veut que l'on s'adresse à lui comme à un grand peuple et non pas comme à un conglomérat de clientèles électorales. Hommage au peuple français qui veut entendre la vérité et qui en a soupé du mensonge depuis plus de 4 ans. Hommage au peuple français auquel nous devons rendre les sacrifices que lui n'a jamais refusés à la France. Eh bien, le peuple veut l'autorité de l'État, nous la rétablirons. Le peuple veut que soit reconnu le travail et le mérite, nous les réhabiliterons. Le peuple veut que l'on soit intraitable sur le respect de nos valeurs, nous le serons. Le peuple veut qu'il n'y ait pas de droit sans devoir, eh bien, nous refondrons notre système social autour des droits et des devoirs. Et celui qui n'assumera pas ses devoirs n'aura pas de droits. Le peuple n'en peut plus de la multiplication des taxes et des impôts, eh bien, nous mettrons fin au matraquage fiscal. Le peuple n'en peut plus de l'impuissance. Le peuple veut la fin des zones de non-droit. Eh bien, nous rétablirons la République sur tout le territoire. Mes chers amis, vous l'avez compris, nous avons tous un devoir. Battons-nous pour la France. Battons-nous pour la France parce que la France nous dépasse et la France nous sublime. Battons-nous pour notre langue, pour notre culture, que nous n'avons pas le droit de laisser disparaître. Battons-nous pour nos parents qui nous ont transmis en héritage ce beau mot, cette patrie, la patrie française. Battons-nous pour que nos enfants retrouvent confiance dans l'avenir et ne soient pas des désabusés ou des désespérés au démarrage de leur vie. Battons-nous pour que la France soit une terre d'espérance et non pas une terre de résignation. Battons-nous pour que la France retrouve sa vocation universelle et sa place au premier rang en Europe. Mais battons-nous, mes chers amis, battons-nous pour la France et pour la République. Je vous remercie.
n'arrive pas à la trouver, là. JP, tu vois JP de fois, c'est tout. C'est pour ça. Ah ouais. Il n'y a plus de coopérative. Ah ouais. Voilà.